Et est-ce qu'il y a des gens qui créent des sociétés dans la consommation collaborative? Bon, bah écoutez, vous avez bien fait de venir parce qu'on a le spécialiste français qui s'appelle Antonin. Antonin, à vous. Vous avez jusqu'à 14h30. Ça vous va? Parfait. Avant de commencer, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo. Comme ça permettra d'entrer en matière tout de suite. La consommation collaborative. Que peut bien se cacher sous ces deux gros mots? La consommation d'un côté, qui tire un peu la tronche ces temps-ci, et de l'autre, collaborative, du verbe collaborer. Pas cool en France. Alors qu'est-ce? Eh bien, la consommation collaborative regroupe l'ensemble des nouvelles formes de partage, d'échange et de location permises par les sites internet de mise en relation entre particuliers. Ok, et alors? Alors l'homme a changé. Sa planète aussi d'ailleurs. De vraies consciences écologiques et sociales naissent chaque jour et nous sortons peu à peu de ce XXe siècle de consommation ostentatoire et de possession boulimique. Et puis, il faut pas se mentir, vous avez plus de thunes aussi. Quoi qu'il en soit, la consommation collaborative ne vous propose pas de tout mettre en commun et de tout partager. Elle ne vous demande pas non plus de chanter l'international. C'est beaucoup moins utopiste. La consommation collaborative permet de donner une seconde vie à nombre de produits, de s'échanger des services, de continuer à vivre comme avant, mais moins cher. Tiens, vous vous souvenez de Napster, Emule et Casa? Eh bien, ils étaient les précurseurs de la consommation collaborative. Ces sites étaient interdits, mais nous partagions déjà. Et les industries de la musique, comme celles du cinéma, ont été obligées de s'adapter. Il en sera bientôt de même pour tout le reste. Des constructeurs de voitures aux compagnies d'assurance en passant par la grande distribution, tous évaluent l'ampleur du virage à prendre et ce phénomène est mondial. De toute façon, vous y êtes déjà. Si vous n'avez pas encore fait de covoiturage, vous avez déjà acheté sur eBay. Cette notion de partage va plus loin que le 4 heures de la cour de récré. Partager devient un moyen de se construire au regard des membres de sa communauté. C'est bien par le partage de musique, de vidéos et de bons plans que nous nous définissons auprès de nos proches. Désormais, vous existez au sein de ces communautés. Les systèmes de réputation des sites collaboratifs sont efficaces et les acteurs de votre communauté vous notent. La confiance entre particuliers s'installe de plus en plus et les utilisateurs très réguliers de Facebook font 3 fois plus confiance aux inconnus que ceux qui n'ont aucun réseau social. Financier, humain ou écologique, vous avez forcément un intérêt à partager. Vivez une expérience de tourisme authentique en dormant chez l'habitant, économisez en faisant du covoiturage et faites de nouvelles rencontres. Ou pas, d'ailleurs. Financez un projet qui vous plaît, regroupez-vous et favorisez l'agriculture locale. Louez votre voiture pour le week-end, vous restez à Paris, nom d'un chien. Votre voiture est à l'arrêt 92% du temps. Et que fait votre perceuse quand vous ne l'utilisez pas? Elle dort. Vous l'utilisez 12 minutes en tout dans sa vie. Et elle n'est pas la seule à dormir. Il y a aussi votre argent, votre maison secondaire et le DVD de ce film moyen que vous ne regarderez jamais plus. Vous collectionnez les nanars ou quoi? Bon, je m'emporte. Vous ferez bien ce que vous voulez. C'est peut-être un peu bobo, mais rendez-vous compte de la force d'Internet, des communautés auxquelles vous adhérez et des économies que vous pouvez faire. Regardez votre pouvoir d'achat et comparez-le avec vos volontés d'accès. Si le XXe siècle était le siècle de la possession, alors le XXIe est celui de l'accès et du partage. Bah, pourquoi ça marche pas? Voilà, donc, petite vidéo d'introduction réalisée par... Vous allez mal finir, cher monsieur. réalisée par Adesias, qui est une agence de communication audiovisuelle, donc qui fait des dessins de ce genre pour des entreprises. Je m'excuse, c'est sur YouTube, votre film? C'est sur Vimeo et sur YouTube. Vous tapez vidéo consommation collaborative. Vous la trouvez assez rapidement. Merci. Et c'est une vidéo qui a été réalisée conjointement, notamment le scénario, avec une communauté, WeShare, dont je vais vous parler quelques minutes, 5 minutes environ, avant d'entrer dans le vif du sujet, notamment de l'impact de la consommation et de l'économie collaborative aujourd'hui et des impacts à venir. Je vais peut-être un peu moins parler de réalité business, day-to-day, très concrète, comme ça a pu être le cas ce matin. Je ne vais pas forcément parler de retargeting, par exemple. Mais je vais vous parler de quelque chose d'une évolution silencieuse, dont on ne parlait pas du tout il y a 2 ans, dont on parle de plus en plus, et qui va avoir énormément d'impact sur toutes les entreprises. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est comme l'Internet il y a 15 ans, c'est le collaboratif. Donc c'est l'Internet qui s'invite dans la vraie vie
Et c'est n'importe qui, puis qui peut entrer en contact avec n'importe qui pour porter un projet collaboratif, pour créer une petite économie au niveau local, pour faire du covoiturage, pour aller dormir chez l'habitant, pour financer un projet collectif, pour donner des cours entre particuliers. Donc en fait, c'est qu'on appelle ça économie du partage, consommation collaborative ou Internet 3.0. L'idée, elle est assez simple, c'est le fait d'utiliser Internet non plus simplement pour se connecter en ligne et partager des informations en ligne, mais pour partager des choses dans la vraie vie. Alors Jean-Michel a posé une question tout à l'heure. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir qui, ici, a déjà fait du covoiturage. Covoiturage. Ah, beaucoup. Ah ouais. Pardon ? Oui, avec des inconnus. En utilisant un site internet. Du covoiturage en utilisant un site internet. D'accord. Et qui a déjà dormi chez l'habitant en utilisant un site internet ? Donc par exemple Couchsurfing ou Airbnb ? D'accord. Et qui, parmi vous tous, l'a fait pour la première fois ces 2 dernières années ? Presque un peu plus de la moitié de ceux qui avaient levé la main au départ. Donc voilà, c'est intéressant. Moi, en fait, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à ce sujet, c'est une expérience de couchsurfing. En 2009, je devais faire un échange universitaire au Brésil, à Salvador, pour ceux qui connaissent. Et je voulais apprendre le portugais. Je parlais déjà espagnol et je voulais absolument apprendre le portugais. Et donc j'ai interrogé mes amis sur Facebook, c'est quoi la meilleure méthode pour apprendre une langue étrangère ? Donc il y en a certains qui m'ont dit, utilise la méthode Assimil, ça marche super bien. Et puis il y en a d'autres qui m'ont dit, mais non, enfin notamment un ami m'a dit, tu vas au Brésil, utilise le site Couchsurfing. Tu vas rencontrer des gens, et la meilleure façon d'apprendre une langue, finalement, c'est de parler la langue avec les habitants du pays. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et donc je suis arrivé au Brésil, à Salvador, en août 2009, et en un mois, j'ai rencontré 100 personnes grâce à Couchsurfing. Et c'est comme ça que j'ai appris le portugais au fur et à mesure. Et puis j'ai suivi des cours sur les nouveaux modèles économiques du web. Et en fait, c'est tout ça qui m'a donné envie de m'intéresser à la consommation collaborative. Il y a 2 ans, personne n'en parlait en France. Il y a un livre qui est sorti en anglais sur la montée justement de la consommation collaborative. Et donc moi, ça m'a donné envie de démarrer un blog. Je ne savais pas du tout comment on utilisait WordPress et comment on crée un blog. Juste en filigrane, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? C'est parce que en fait, suite au blog, il y a eu la création d'une communauté. Donc ce matin, on a beaucoup parlé de communauté. Et moi, je pense que c'est aussi un sujet qui est clé. Et si je vous raconte cette histoire, c'est aussi pour vous raconter l'histoire d'une communauté qui aujourd'hui se développe assez rapidement grâce à la force des réseaux. Et je vous donne quelques grilles de lecture aujourd'hui pour mieux comprendre le développement rapide de certaines communautés, notamment des communautés d'action telles que je vais vous le présenter juste après. Juste pour vous dire, voilà, qu'en 2010, je crée un blog. Donc ça, c'est mon premier article. Alors je ne sais pas si c'est le logo ou le design qui n'était pas forcément très attractif. Toujours est-il que j'ai eu, pour ce premier article, 4 partages sur Facebook. Donc mon père, ma mère, ma sœur. Mais j'ai eu un partage sur Twitter, parce qu'ils sont pas sur Twitter, en fait. Donc je suis le seul qui a partagé l'article sur Twitter. Mais bon, je me suis pas arrêté là. Et en fait, j'ai fait une chose. Donc on a beaucoup parlé de réseaux sociaux. Et puisqu'on est dans un événement web, je me suis dit que j'allais vous dire ce que j'ai fait ces 2 dernières années. J'ai notamment utilisé Twitter. Et notamment un outil marketing qui est fantastique sur Twitter, qui est search.twitter.com. Donc que vous utilisiez TweetDeck ou autre suite pour agréger le flux. Si vous voulez vous intéresser à ce que disent les personnes, les citoyens français ou du monde entier sur un sujet particulier, vous tapez sur Twitter un mot-clé et vous allez voir aujourd'hui, en temps réel, ce que disent les personnes. Et en fait, il y avait un hashtag à l'époque qui s'était lancé sur la consommation collaborative en anglais. Et donc, j'ai suivi ce hashtag de manière assez passionnée, plus de 5 heures par jour. Et en fait, toutes les personnes qui racontaient des choses, qui partageaient des informations sur ce hashtag, je leur proposais qu'on se rencontre. Et donc j'ai fait ça à Paris, j'ai fait ça en France, j'ai fait ça dans plusieurs pays européens. Et à chaque fois que je rencontrais une personne et que je sentais qu'il y avait un feeling particulier, je prenais une photo et j'ajoutais cette personne dans un groupe sur Facebook. Donc on a parlé de tous les réseaux sociaux d'entreprises qui
qui permettent aujourd'hui de mener de la collaboration en entreprise. Il y a aussi un outil qui est assez fantastique pour faire de la collaboration, c'est Facebook. Alors voilà, Facebook, c'est plutôt un réseau social personnel. Nous, il se trouve que le personnel et le professionnel est très mêlé, vu qu'on met énormément de... C'est très aspirationnel, disons, ce qu'on fait aujourd'hui avec cette communauté. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème pour nous d'utiliser Facebook. Et l'intérêt de Facebook, c'est qu'avec les notifications, eh ben, toutes les personnes peuvent interagir avec le contenu qui est partagé très rapidement. Et donc là, je vous ai fait une petite impression écran des groupes qu'on a aujourd'hui sur Facebook. On anime plus de 20 groupes aujourd'hui sur Facebook, dont des groupes qui sont très, très localisés sur une ville. Donc aujourd'hui, il y a des groupes qui sont dans une dizaine de villes en Europe. Juste une impression écran aussi de vous dire comment, de manière très, très spontanée, depuis un groupe sur Facebook, à un moment donné, on a eu envie de partager un projet collectif. Et donc ça, c'était au début de l'année. J'ai proposé au groupe, avec des personnes qui se connaissaient, mais certaines qui ne se connaissaient même pas, qu'on prenne le nom de WeShare et puis qu'on essaye de porter ce projet collaboratif qu'on expérimente en fait à partir d'un groupe sur Facebook. Et donc j'ai partagé, je leur ai dit, bah voilà, je trouve que WeShare c'est un nom qui est cool. Donc je l'ai fait en anglais parce que déjà à l'époque on avait choisi d'adopter l'anglais. Et là, réaction du groupe, ah ouais, c'est un super nom, allons-y. Et suite à ça, on lance cette communauté. Et là, en 9 mois, donc il y a 9 mois, WeShare n'existait pas. Et en 9 mois, on a organisé 15 WeShare Drinks, qui sont des événements assez spontanés pour rassembler la communauté des personnes qui s'intéressent à la consommation collaborative. 15 WeShare Talks sur le modèle des TED Talks, pour ceux qui connaissent, où on fait intervenir des personnalités emblématiques du secteur. Et puis des WeShare Remix, qu'on appelle les WeShare Remix, où on essaie de faire collaborer les startups et les acteurs plus généralement de la consommation collaborative. Et donc ça, on le fait d'ores et déjà dans 15 villes en France et en Europe, l'année prochaine en Amérique latine. Et tout ça grâce notamment à la force des réseaux et puis quelques règles qu'on a essayé de respecter au fur et à mesure. Et puis on fait autre chose, on anime un média, là aussi collaboratif, en ligne, où on a déjà publié plus d'une centaine d'articles avec 30 contributeurs et quelques metrics. Bon, on démarre, mais c'est plutôt intéressant en termes d'impact dès aujourd'hui. Si je vous raconte tout ça, c'est aussi pour commencer à essayer d'en tirer des enseignements aussi pour les entreprises et les entrepreneurs qui sont présents, et sur comment peut-être nous on a réussi à utiliser les réseaux sociaux pour porter un projet collaboratif. Donc ça, c'est la définition qu'on aime bien donner de WeShare. On insiste notamment sur le fait que c'est un collectif. On lui donne une mission, ce collectif, le fait qu'il œuvre pour le développement de l'économie collaborative. Et puis, ce collectif, il s'exprime à la fois en ligne, via l'animation de groupes sur Facebook et un média collaboratif, et puis aussi, et c'est très très important, via des événements dans la vraie vie. Donc quand on parlait de présence digitale, offline et online, moi je vous le confirme, toutes les interactions qu'on peut avoir dans la vraie vie, c'est crucial pour construire une communauté. Donc j'en ai tiré ce petit enseignement, c'est une intervention que je fais aujourd'hui pour des communautés RH ou pour des managers RH en entreprise qui veulent mettre en place des communautés. Voilà un peu les enseignements que moi je tire de ces 9 derniers mois de création et d'animation de WeShare. Les conditions nécessaires pour moi pour porter un projet collaboratif, notamment tiré vers l'action, vers le fait de réaliser des choses dans la vraie vie, c'est le fait d'avoir un projet commun, une communauté online et une ou plusieurs communautés offline. Et les facteurs clés de succès, des valeurs partagées, le management par la preuve, donc c'est-à-dire une personne qui fait des choses, et bien éventuellement on lui donne plus de responsabilités dans l'organisation. L'interaction online-offline, c'est très très important, le fait de se rencontrer dans la vraie vie, de prendre des photos et de montrer sur le réseau social qu'il se passe des choses dans la vraie vie. Pourquoi ? Parce que là, c'est dans ces moments-là qu'on rend public la collaboration. Donc on montre à toutes les personnes qui font partie de la communauté qu'il y a des formes de collaboration qui se passent au quotidien. La culture de la confiance, a priori, et du lâcher-prise, ça c'est des mots qui sont revenus ce matin, et pour nous c'est clé, c'est-à-dire qu'on se fait confiance. Et puis si à un moment donné, on n'est pas d'accord sur une décision qui a été prise, et ben on en discute, et puis on se dit, bah, la prochaine fois on fera différemment.
mais on ne cherche pas à mettre en place des règles pour éviter justement qu'il y ait de mauvaises décisions qui soient prises. On se fait confiance a priori, et ça c'est un énorme accélérateur pour le développement de la communauté au quotidien. Et puis le rôle joué par les ambassadeurs, moi je suis aujourd'hui à Lorient, j'ai rencontré 2 personnes qui font partie de la communauté WeShare en Bretagne, que je ne connaissais pas avant, et c'est le fait de se rencontrer aujourd'hui qui va aussi contribuer au développement de WeShare en Bretagne. Il y a une étude très très intéressante qui est sortie, donc vous voyez la source, l'Institute for the Future University of Phoenix, sur les compétences de demain. Alors, cette étude, elle m'a intéressé à double titre. D'abord parce que je la trouve assez intéressante dans les compétences qu'elle met en avant, et puis aussi parce que j'ai l'impression que ces compétences, c'est effectivement des compétences qui sont clés pour nous aujourd'hui sur le développement de WeShare. Et c'est vraiment des compétences qu'on retrouve chez nous dans l'organisation. Et du coup, voilà, j'en ai tiré quelques mots-clés pour moi sur l'entreprise collaborative de demain, parce que je suis assez persuadé que ce qui est en train d'être inventé par ces communautés qui se développent très très rapidement grâce aux réseaux sociaux, c'est des enseignements qui sont clés pour les modèles d'entreprise collaborative de demain. Donc voilà, je vous laisse regarder ces mots-clés. En tout cas, c'est ces mots-clés-là qui, pour nous, marquent le développement de WeShare. Je vais boire un petit verre d'eau et j'enchaîne sur la consommation collaborative. Est-ce que ça vous a parlé jusqu'à maintenant, un peu? Cool. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça aussi? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment en plein dans cette économie collaborative, notamment parce qu'on essaye d'aller un peu jusqu'au bout dans la mise en place d'une organisation collaborative. Le collaboratif, pour nous, c'est pas simplement des pincettes, c'est pas juste simplement pour faire beau, c'est pas simplement pour les collaborateurs se sentent un peu mieux, mais c'est fondateur, si vous voulez. C'est-à-dire que l'objectif prioritaire pour nous, c'est vraiment l'humain, et c'est vraiment le fait qu'ensemble, on puisse réaliser le projet qu'on s'est fixé. Et si je vous raconte tout ça, c'est aussi parce que voilà, on est au sein de cette consommation collaborative dont on a proposé une définition sur Wikipédia. Là aussi, c'est assez intéressant. Il n'y avait pas de définition qui existait sur Wikipédia. Et un jour, on s'est dit, on est quand même en train de parler de ce sujet. Et Wikipédia, c'est une forme de production collaborative de la connaissance. Et personne n'a proposé de définition sur Wikipédia. Donc il y a une personne du groupe qui a commencé à proposer une définition. Et puis de fil en aiguille, cette définition, voilà ce qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe sur Wikipédia, c'est ce qui va se passer sur toute l'économie. Donc le modèle Wikipédia appliqué à la production de biens communs de la connaissance, demain, il sera appliqué à l'économie dans son ensemble. Et en fait, c'est ça l'économie collaborative. C'est comment, de manière collaborative, on peut consommer ensemble, produire ensemble, financer des projets de manière collaborative. Et c'est ça, en fait, qui va définir l'économie collaborative. Alors, pourquoi est-ce que cela émerge aujourd'hui ? C'est intéressant aussi de se dire, on est en train d'utiliser une nouvelle expression, consommation collaborative. Tout ça, c'est des termes marketing qui marchent bien pour les consultants qui travaillent sur ces sujets. Mais il y a quand même des gens qui ont réfléchi à ce mouvement, y compris avant tout ça. Notamment Jeremy Rifkin, qui, il y a 10 ans, publiait un livre intitulé « L'âge de l'accès », où justement il annonçait l'avènement de cette société de l'accès. Donc ça, c'est un livre qui a été publié en 2000. Et il a notamment cette phrase que je trouvais intéressante, le fait que notre statut dépendra davantage de l'accès que de la propriété. Et il annonce en fait que cette société de l'accès, elle va complètement se réaliser au bout de 25 ans. Donc, vous voyez, on est en 2000, en 2025, on assisterait finalement à l'avènement de cette société de l'accès. Et dans ce livre, il s'appuie sur des projections à 10 ans, notamment sur le partage de la voiture, notamment sur le vélo partage,
et puis sur le fait de dormir chez l'habitant. Et en fait, on est largement en avance sur les projections qu'il annonçait 10 ans auparavant. Et moi, l'analyse que je fais du développement accéléré sur ces 2 dernières années de ce mouvement, c'est que véritablement, cet avènement de la société de l'accès, il pourrait être beaucoup plus rapide que tel que l'annonçait Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin est par ailleurs l'auteur de la 3e révolution industrielle. Qui a lu ce livre, qui a entendu parler? D'accord. Et il accompagne des régions dans plusieurs pays d'Europe, et notamment la région Nord-Pas-de-Calais, dans la mise en place d'une structure collaborative, notamment dans la mise en place de réseaux d'énergie distribués. Autre point qui laisse penser que justement on est peut-être en train d'arriver vers une société du partage. On a peut-être dépassé en fait le peak stuff. Donc de la même façon qu'on aurait peut-être dépassé le peak oil, est-ce qu'on n'a pas finalement dépassé ce point où on a produit et distribué suffisamment de biens, et peut-être que la période qui s'annonce va constituer une économie de partage et de redistribution des biens qu'on possède déjà. Donc ça, c'est des statistiques du gouvernement britannique qui montrent justement que la distribution de fossiles, la distribution de matières premières a continué de diminuer depuis 2-3 années maintenant. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent le développement de la consommation et de l'économie collaborative? D'abord, Internet, les réseaux peer-to-peer, et puis les smartphones. Alors, je crois que tu en parleras juste après, mais les smartphones vont continuer à accélérer ce mouvement. En fait, Internet, ça a permis quoi? Ça a permis de connecter, de mettre en relation une masse de personnes qui recherchent un bien, une compétence, un service, et une masse de personnes qui proposent ce même bien, cette compétence, ces services. Donc ça a commencé avec eBay, avec voilà, le C2C sur la revente, donc Le Bon Coin, Price Minister, et de plus en plus, on passe à la location. Et de plus en plus, on passe au partage, y compris au niveau très très local. Et puis Internet, ça a aussi permis de générer la confiance entre particuliers. Pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué de covoiturage ou dormi chez l'habitant, vous dites peut-être « Ah oui, mais moi je ne sais pas faire un trajet avec une personne que je ne connais pas, faire confiance à un inconnu, ça ne va pas de soi. » Et ben en fait, sur tous ces sites, il y a des systèmes de réputation, et on l'a vu avec la vidéo, mais qui permettent de se faire une idée de la personne avec qui on va partager un trajet. Et c'est ça en fait qui permet de générer la confiance entre particuliers. Également avec les réseaux sociaux, le fait d'avoir des informations sur la personne, donc le fait d'avoir un profil numérique identifié, tout cela contribue à la confiance. La crise, les contraintes budgétaires, tout cela conduit évidemment à des arbitrages de consommation au quotidien. Je vous montrerai une étude qui vient de sortir juste après, qui confirme ce fait-là. C'est notamment vrai pour les plus jeunes. Quand vous faites du covoiturage, moi je pratique notamment le covoiturage de Paris à Nancy parce que je suis originaire de Nancy. C'est 3 fois moins cher de faire du covoiturage que de prendre le train. Donc on comprend que quand on est jeune et que ça peut être parfois difficile quand on arrive à la fin du mois, qu'il y ait de plus en plus d'arbitrage de consommation qui soit fait. Et puis évidemment le lien social, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, ça c'est notamment une raison qui explique le développement de ces plateformes sur la durée. La première raison pour laquelle on va peut-être se mettre à faire du covoiturage, c'est probablement les motivations financières. Mais le fait qu'on va continuer à le faire, c'est aussi parce qu'on apprécie le fait de rencontrer de nouvelles personnes et parce qu'on vit une expérience un peu nouvelle à chaque fois. Et puis il y a un aspect qui est pas sur ce slide, c'est notamment la dimension ludique. Le fait de mettre sa voiture à location à des particuliers, et du jour au lendemain, on se retrouve avec une mini-entreprise. Du jour au lendemain, sa voiture, ça devient un pôle de recettes et très facilement, on va pouvoir gagner de l'argent. Et quand on interroge les utilisateurs, notamment sur ce secteur qui est la location de voitures entre particuliers, il y a cette motivation-là qui revient assez souvent, le fait, grâce à sa voiture, de pouvoir
avoir sa mini-entreprise. Une étude qui est sortie là très très récemment et qui est très intéressante, qui montre notamment une chose, et ça c'était une chose qui était attendue, c'est le fait que ces formes de consommation émergentes, collaboratives, elles ne sont pas militantes. C'est-à-dire qu'elles n'expriment pas un rejet de la société capitalistique ou de la société de consommation. Et les personnes qui se mettent à faire du covoiturage, à dormir chez l'habitant, à faire de la consommation collaborative, elles ne disent pas qu'elles le font pour des raisons idéologiques ou politiques. Qu'il s'agisse des radicaux, qu'il s'agisse des éclectiques ou qu'il s'agisse des bioéthiques, ça n'exprime pas fondamentalement, encore une fois, un rejet de la société de consommation. Et ça exprime notamment une chose, le fait que les acteurs les plus traditionnels de l'offre, notamment les distributeurs, qui vont être énormément impactés par cette évolution-là, sont légitimes finalement pour se lancer sur des plateformes de partage entre particuliers ou des applications Facebook entre particuliers ou des formes de troc au niveau local. Pour les consommateurs, ça ne va pas forcément être un souci que Intermarché, et on va le voir, propose des services de troc entre particuliers. Ça ne dénature pas l'expérience, a priori, en tout cas, c'est l'enseignement principal de cette étude. Bon, la consommation collaborative, c'est aussi un secteur, enfin c'est d'abord un secteur de start-up, avec des start-up qui, ces 2-3 dernières années, se sont développées très 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 rapidement, et où on remarque que l'investissement des capitaux risqueurs est là aussi impressionnant pour justement soutenir cette croissance. Et donc là, vous voyez la croissance depuis 2008. Et là, 2012, c'est moi qui l'ai fait parce que c'est une estimation suite à mon observation en fait, des dernières levées de fonds des startups. Et vous voyez quand même qu'une startup, qui n'en est plus une d'ailleurs, concentre une grosse partie de ses investissements. Et on va en parler juste après. C'est Airbnb. Alors, s'il y a des entrepreneurs dans la salle ou des personnes qui s'interrogent sur le fait de changer de vie et de créer une entreprise ou de créer une activité, il y a un secteur qui en est à ses prémices et où il va y avoir énormément de possibilités, d'opportunités sur les années qui viennent, c'est justement l'économie collaborative. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est super facile de trouver la start-up à lancer ou en tout cas l'activité à lancer. Qui connaît ce site-là? C'est Craigslist, ouais. Craigslist, c'est le 6e ou 7e site le plus visité au monde. C'est un site de petites annonces internationales. Vous allez dans n'importe quelle ville dans le monde, vous trouvez des annonces entre particuliers. Et en fait, qu'est-ce qu'ont fait les startups ou les services de consommation collaborative? Ils ont pris une catégorie de petites annonces. Donc en fait, c'est Craigslist, mais ça aurait pu être Le Bon Coin. Et ils ont proposé une expérience en ligne et dans la vraie vie beaucoup plus agréable. Et ils ont généré la confiance entre particuliers. Parce que sur Craigslist, vous n'avez pas votre profil. Donc sur Craigslist, on ne sait pas avec qui on va passer transaction. Alors que sur Airbnb, sur Couchsurfing, sur tous ces sites qui sont indiqués là, le fait d'avoir un profil vérifié, le fait de donner des informations sur soi, c'est clé. Et c'est justement ça qu'ont réalisé finalement ces services et ces startups. Ce qui me fait dire également que c'est un mouvement qui en est à ses tout débuts, parce que si certaines startups ont déjà obtenu la masse critique, il y en a plein d'autres à qui il reste encore énormément de travail à fournir. C'est un mouvement aujourd'hui qui est repris par la plupart des médias internationaux. On a organisé une journée internationale du partage il y a quelques jours. Et au-delà de ça, moi, ce que je ressens, c'est que c'est un changement culturel qui est en cours, qui est notamment drivé par les nouvelles générations, mais pas seulement. Alors, quelques principes. Cette idée d'optimisation des ressources. Donc, on l'a vu dans la vidéo, une voiture est utilisée 92% du temps. Pas utilisée 92% du temps. Moi, quand je me balade en ville aujourd'hui, et vraiment, c'est aussi changer de regard par rapport à nos habitudes de vie et de consommation. Quand je vois autant de voitures à l'arrêt, je me dis c'est un gâchis. C'est un gâchis à tous les niveaux. C'est un gâchis économique, c'est un gâchis social, parce que franchement, l'expérience de vie dans une ville avec autant de voitures à l'arrêt,
Et autant de voitures qui roulent, ce n'est pas forcément l'expérience la plus agréable qui soit. Et puis c'est évidemment un gâchis écologique. Donc en fait, c'est aussi changer de regard sur nos habitudes de vie et nos habitudes de consommation. L'idée de masse critique, donc ça c'est clé pour comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment certains services se développent aussi rapidement. La masse critique sur le covoiturage a été obtenue récemment. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça devient aussi pratique de faire du covoiturage? C'est parce qu'il y a plus de 2 millions de Français qui sont sur une seule plateforme. Et du coup, vous allez trouver des trajets sur toutes les villes, sur les principaux trajets de France, parce qu'il y a à la fois énormément de personnes qui proposent des trajets et énormément de personnes qui recherchent ces trajets. Et évidemment, la confiance entre inconnus, qui là aussi est un aspect clé pour comprendre le développement récent de la consommation collaborative. Alors une question qui revient tout le temps, est-ce que c'est simplement le mouvement d'une génération? Est-ce que c'est juste les générations Y qui sont devenus fous et qui se mettent à partager? Ou est-ce que ça va toucher tout le monde? Et puis d'ailleurs, ça ne va pas toucher. Est-ce que ça fait du sens finalement pour tout le monde aussi de consommer de cette manière-là? Alors moi à ça, souvent je réponds 2 choses. La moyenne d'âge sur le covoiturage, elle n'en finit plus d'augmenter. Donc elle augmente en ce moment de 2 ans par an. Donc aujourd'hui, c'est autour de 30 ans. Les gens qui font du covoiturage, ils ont en moyenne 30 ans. Les gens qui dorment chez l'habitant, ils ont en moyenne 40 ans. Donc juste pour vous dire que ce n'est pas que les jeunes baroudeurs qui dorment chez l'habitant. Après, il y a une chose, c'est les personnes qui utilisent, on l'a vu dans la vidéo, mais les personnes qui utilisent plusieurs fois par jour les réseaux sociaux ont tendance à faire confiance aux inconnus 3 fois plus que les personnes qui ne sont sur aucun réseau social. Donc il y a quand même une corrélation entre l'usage des réseaux sociaux et la propension à partager dans la vraie vie. Donc c'est vrai qu'il y a plus de jeunes qui sont plus connectés, c'est aussi pour ça qu'on peut avoir l'impression que c'est plutôt un mouvement de jeunes, mais c'est vrai que c'est plus, disons que les early adopters sont plutôt les plus connectés d'entre nous. Ah oui, juste un point que je voulais ajouter sur les jeunes. Quand vous interrogez les jeunes aujourd'hui qui font du covoiturage et vous leur dites est-ce que vous avez l'impression de faire de la consommation alternative en faisant du covoiturage? Les jeunes ils vous répondent bah non, je sais pas, c'est la consommation, c'est normal, je vais dormir chez l'habitant. Pour eux, c'est beaucoup plus normal que d'aller dormir à l'hôtel en fait. Donc quand on a l'impression que ce mouvement il relève de la consommation alternative, il ne relève pas du tout de la consommation alternative pour la plupart de ceux qui la pratiquent aujourd'hui. Combien de temps il me reste? Oula, j'ai dépêché. Bon, on va voir quelques services emblématiques aujourd'hui qui sont développés rapidement. Airbnb, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que vous voyez au départ pas du tout de succès, justement pour une question de masse critique, parce qu'il fallait trouver à la fois des personnes qui proposaient leur habitat à la nuitée et des personnes qui recherchaient cet habitat ou ce logement à la nuitée. Donc en 2008, c'était une réservation tous les 2 jours. En 2012, c'est une réservation toutes les 2 secondes. Pour vous donner une idée de la croissance, et c'est une valorisation aujourd'hui de plus de 2 milliards de dollars. Le nombre de personnes qui proposaient leur habitat ou leur logement à Paris. Donc ça, c'est Paris en 2008. Donc plus c'est blanc, plus la densité par quartier est importante. Donc en 2009, en 2010, en 2011, en 2012. Donc là, voilà, quasiment dans chaque quartier de Paris, dans chaque rue de Paris, il y a une personne qui propose son logement ou son habitat, soit pour dormir dans l'appartement alors que la personne est présente, soit pour dormir dans l'appartement alors que la personne est ailleurs. Autre service qui se développe très très rapidement, le covoiturage, avec notamment une croissance très, très, très rapide depuis quelques mois maintenant. Aujourd'hui, c'est plus de 4000 personnes qui s'inscrivent tous les jours sur la plateforme de référence aujourd'hui en France qui est Blablacar. Je vais très très rapidement évoquer l'impact économique, notamment sur les secteurs traditionnels. Donc sur l'hôtellerie, il y a une étude qui est sortie récemment justement sur l'impact économique au niveau local d'Airbnb, qui montre que justement pour la ville de San Francisco, pour les personnes qui mettent leur logement à la location, pour les commerces locaux, ça a rapporté plus de 56 millions de dollars à la ville.
Et ça montre aussi que, alors c'est vrai pour cette ville, c'est pas forcément vrai pour toutes les villes dans le monde, que le taux de remplissage des hôtels n'a pas décru alors que Airbnb s'est développé très très rapidement. Alors c'est pas vrai dans toutes les villes, mais disons que ça donne un enseignement. Quand on aurait tendance à opposer trop facilement les acteurs traditionnels de l'offre et ces nouveaux champions de la croissance, en fait ce qui est en train de se passer sur le tourisme, c'est que pour moi on sous-estime le développement de ce secteur. Et ce secteur va se développer très très rapidement, notamment avec l'émergence d'acteurs comme ceux-là. Alors, je ne sais pas si on sous-estime le développement du tourisme, peut-être qu'on sous-estime les difficultés à venir pour le secteur automobile. En tout cas, voilà un slide qui est intéressant, un graphique qui est intéressant pour montrer l'évolution du secteur automobile. À gauche, vous avez des acteurs, donc ça c'est des acteurs américains. À gauche, vous avez des constructeurs, donc des acteurs très traditionnels de l'offre. La deuxième colonne, c'est des acteurs de l'autopartage. Alors, je ne sais pas si pour tout le monde c'est clair, la différence entre l'autopartage, le covoiturage et la location de voitures entre particuliers. L'autopartage, c'est une entreprise qui possède la flotte de voitures et qui propose ces voitures à l'accès. Donc, vous accédez à ces voitures avec une carte, notamment avec une carte le plus souvent, ou avec une application. C'est le cas notamment d'Autolib à Paris. Le covoiturage, bon, ça c'est des acteurs américains, et la location de voitures entre particuliers. Là, la flotte de voitures est possédée par les particuliers, et l'entreprise se contente, entre guillemets, de proposer un site internet qui met en relation ceux qui possèdent et ceux qui recherchent une voiture. Juste deux informations qui sont intéressantes à mon sens. General Motors, qui est là, donc acteur traditionnel, et Wipcar, qui est là, nouvel acteur, une start-up, ont signé un partenariat. Donc on se dit, les acteurs traditionnels, les constructeurs automobiles, voient les nouveaux comme une concurrence déloyale. En fait, ils sont dit assez vite, vu le marasme actuel de l'industrie automobile. En fait, ceux-là, ils sont en train d'inventer l'usage de la voiture de demain. Et donc, ils ont plutôt tendance à signer des partenariats et à apprendre les uns des autres, parce que les constructeurs automobiles ont terriblement besoin de cette innovation qui vient de ces startups. Et une autre information là-dessus, voilà, le fait que, y compris sur le covoiturage, il y a des investissements de grands acteurs, de grands constructeurs automobiles dans le covoiturage, donc dans le partage de trajets entre particuliers, ce qui fait dire à Fast Company que les constructeurs allemands sont peut-être un petit peu plus en avance dans la compréhension des usages de la voiture de demain. Voilà quelques acteurs de la location de voitures entre particuliers en France. Il y a plus de 10 entreprises en 2 ans qui sont créées sur la location de voitures entre particuliers. On est le pays dans le monde où il y a le plus de start-up rapportées au nombre d'habitants. On est le pays dans le monde où il y a le plus de voitures mises à la location par les citoyens rapportées au nombre d'habitants. Une autre statistique aussi sur la France, on est le pays dans le monde où il y a le plus de personnes qui pratiquent l'échange de maisons. Vous savez, quand vous allez dormir chez des habitants, quand vous partez en vacances, et puis ces personnes viennent dormir chez vous. Donc pour une fois, notamment en termes de maturité de marché, on n'est pas en retard, on est même plutôt en avance par rapport aux États-Unis. Il y a plusieurs raisons, des raisons culturelles, il y a aussi des raisons de densité, et je me dépêche, j'ai presque fini. Voilà, pour vous dire que la location de voitures entre particuliers se développe très très rapidement. Une question que nous on s'amusait à poser sur WeShare, est-ce que la grande distribution va voir la consommation collaborative comme une opportunité ou comme une menace? Moi je fais l'analogie avec le peer-to-peer et l'industrie musicale. On est un peu au même moment en fait pour la grande distribution. On va voir ce qui va se passer. Il y a déjà des initiatives qui sont lancées, Decathlon avec le Trocathlon, Castorama avec Trocker, qui met en relation les particuliers pour se troquer des heures de service de bricolage. Et très très rapidement, parce qu'au-delà de la consommation collaborative, en fait, là je vous ai évoqué qu'une petite partie d'un mouvement qui est plus profond, le collaboratif appliqué à tous les pans de l'économie. Donc le logiciel libre avec Linux, la production collaborative de connaissances, la finance collaborative, on n'a pas du tout évoqué les modèles de crowdfunding et de prêt d'argent entre particuliers, l'éducation collaborative, si vous vous amusez à regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'éducation, c'est très très intéressant, et la production collaborative de biens manufacturés. Qui sait ce que c'est que ce tracteur? Qui connaît? Personne? Ouais, c'est Open Source Écologie.
c'est des Américains, enfin en tout cas ça se passe aux États-Unis, ils sont en train de construire un village open source. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire toute la machinerie pour réaliser un village de A à Z. Et donc ça veut dire que tous les plans des machines qui vont être proposés seront en open source et pourront être produits par n'importe qui. Voilà, j'ai fini. Juste pour conclure sur les mots-clés en fait, de cette consommation collaborative émergente, c'est des entreprises qui s'appuient sur des communautés où la confiance entre particuliers joue un rôle de catalyseur pour le mouvement. Des entreprises qui s'appuient énormément sur les réseaux sociaux. C'est une économie du partage où la réputation, finalement, la réputation numérique va être clé pour comprendre le développement de cette économie dans le futur. Merci. Antonin, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Bravo. Alors, on est un tout petit peu à la bourre, mais est-ce qu'on peut prendre des questions, s'il y a des questions dans la salle? Alors, l'espèce de matos affreux que vous avez montré là, c'est du 3D printing. Quelle est la liaison entre le 3D printing et la consommation collaborative? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Question suivante. Non, moi je pense que c'est l'innovation. C'est une innovation qui met l'humain au centre. C'est-à-dire que c'est pas forcément les mêmes organisations derrière ces modèles. Dans le cas de l'imprimante 3D, dans le cas d'open source écologie, dans le cas de Wikispeed, on a plutôt des organisations très très distribuées, plutôt des organisations non-profit derrière, avec beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Dans le cas des startups, c'est des modèles qui sont un peu différents. Mais tout ça, pour nous, concourt à un même phénomène qui est une économie beaucoup plus distribuée, où les consommateurs vont devenir aussi producteurs, vont pouvoir réparer les possessions dont ils disposent, ils vont pouvoir les mettre à la location. Et en fait, on va être de moins en moins dépendant de l'économie centralisée, et de plus en plus, on va avoir accès à des opportunités pour créer une microéconomie autour de ce qu'on possède et autour de nos compétences. Et alors, à votre avis, dans 20 ans, quel est l'avenir des banques traditionnelles, des distributeurs traditionnels, de la politique traditionnelle? Ils vont se réinventer. Bon, d'accord. Question suivante. Non, mais moi, j'en sais rien. Je pense que par contre, je pense que c'est un vrai enjeu de société, qui est complètement sous-envisagé aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une évolution silencieuse, encore une fois, mais qui va avoir un impact assez énorme sur l'économie et sur le politique. Je pense que le rôle du politique est aussi à complètement réenvisager à l'aune de ces évolutions. En France, les politiques, je ne suis pas sûr. Je ne dis pas qu'ils vont le faire. Mais il faut d'abord qu'ils soient au courant. Dites-moi, vous êtes ici à Lorient, qui, comme vous savez, est un territoire très évolué. Quel conseil vous donneriez aux gens de Lorient pour se lancer là-dedans? Mettez-vous en relation avec les connecteurs de WeShare à Lorient. On en a déjà 2, donc si ceux qui sont intéressés pour qu'on en discute, on peut en discuter à la pause. Et après, le conseil que je donnerais, c'est déjà, je pense qu'il y a un frein à l'entrepreneuriat en France, donc c'est déjà le premier frein à dépasser. Donc, si vous avez déjà réussi à dépasser ce frein, tant mieux. Mais c'est vraiment une question de peur de l'échec et là-dessus, les Américains ont quand même beaucoup à nous apprendre. Et puis ensuite, c'est vraiment l'économie de demain. Donc, il faut essayer, expérimenter. Appuyez-vous énormément sur les réseaux sociaux et construisez des communautés. Enfin, construisez une communauté avant de lancer votre produit ou votre service. Ça, c'est vraiment clé, quoi, de se dire qu'il y a déjà des relations à tisser avec vos partenaires, avec vos futurs clients. Et c'est avec eux en fait, que vous allez co-créer l'expérience, le produit et le service qui leur correspondra le plus. Bon, merci beaucoup en tout cas et bravo. On peut l'applaudir, je pense.